Parker Schnabel, en nom synonyme d'ambition audacieuse et de quête incessante d'or, avait misé tout son univers sur une seule proposition audacieuse, une mine effondrée, que le Yukon avait depuis longtemps condamnée comme un piège mortel impitoyable. On murmurait son nom en frissonnant le Widow's Cut. C'était un endroit non seulement gelé mais pétrifié, un tombeau géologique hanté par un siècle d'espoirs déçus et d'échecs oubliés. L'air qui l'entoure semble porter les fantômes des mineurs du passé, leurs cris désespérés se répercutant dans les vents mordants, avertissant quiconque ose perturber son sommeil glacial. Pour vaincre cet adversaire redoutable, pour percer la carapace apparemment impénétrable du Widow's Cut Parker, n'a pas eu recours à la seule force brute. Il a déployé une arme secrète, une merveille de l'ingénierie moderne, capable de scruter la Terre elle-même, un système lidar à la pointe de la technologie. Cette merveille technologique a été son œil dans l'obscurité, sa baguette de sourcier numérique. Elle l'a conduit non pas à un gisement d'or conventionnel, mais à un puits vertical oublié depuis longtemps, une cicatrice cachée dans le paysage. Ce n'était pas une découverte ordinaire, c'était la clé d'une découverte stupéfiante de 75 millions de dollars, qui promettait de consolider son règne en tant que roi incontesté du Klondike. Pourtant, ce que cette incroyable technologie a mis au jour par inadvertance est bien plus que de l'or scintillant. Elle mettait à jour un secret vieux d'un siècle, une vérité enfouie, qui risquait de lui coûter bien plus que sa fortune monumentale. Elle menaçait de défaire le tissu même de son héritage, de son équipe, et peut-être même de sa propre personne. Pour toute autre personne, le Widow's Cut n'était pas un sujet d'actualité. Il fallait l'écarter d'emblée. Sa caractéristique la plus immédiate et la plus terrifiante est l'épaisse et ancienne couche de permafrost qui entoure toute la zone. Il ne s'agissait pas simplement d'une parcelle de terre gelée qui pourrait dégeler avec le soleil du printemps. Il s'agissait d'un sol enfermé dans une étreinte glaciale depuis des millénaires, littéralement des milliers et des milliers d'années. Imaginez de la terre, de la roche, et même d'anciennes matières organiques fusionnées en un bloc monolithique aussi dur et inflexible que du béton bien plus dense et traître que n'importe quelle structure construite par l'homme. L'ampleur de son âge rendait sa stabilité totalement imprévisible. Un cauchemar de géologue, une terreur éveillée de mineurs. L'énergie nécessaire pour gratter la surface de ce bloc de glace primitif était immense, presque incompréhensible. L'équipe de Parker savait par expérience que creuser dans le pergélisol pouvait consommer jusqu'à 40% de carburant, en plus que de travailler dans un sol normal non gelé. Quant à l'usure des machines, elle est 2 fois plus importante. Chaque grognement d'une excavatrice, chaque craquement d'une lame de bulldozer était une bataille contre le temps géologique. Les vibrations, les efforts constants martèlent leurs équipements lourds, réduisant leur durée de vie et les menaçant de pannes catastrophiques. Mais bien plus terrifiant que le gouffre financier, il y avait la menace omniprésente et effrayante d'un effondrement soudain et violent. Toute tentative de creuser dans ce léviathan gelé comportait le risque constant et terrifiant de voir des morceaux de plusieurs tonnes de terre gelée et de roches déchiquetées se détacher soudainement. Il ne s'agissait pas de petits cailloux, mais de dalles monstrueuses, prêtes à tomber en chute libre dans les profondeurs de la tranchée, capables d'écraser en un instant tout ce qui se trouvait en dessous, transformant les hommes et les machines en épaves méconnaissables. L'air s'épaissit d'une crainte inexprimée, pendant que l'équipe travaille, chaque craquement et gémissement du sol étant un signe avant-coureur potentiel du malheur. Il n'est pas bon de tomber sur du pergélisol ici dans la tranchée que nous voulons exploiter, grommelait Parker, une veine palpitant sur sa tempe. Sa voix habituellement assurée se teinte d'une pointe de frustration et d'inquiétude. La seule chose que nous puissions faire est d'envoyer la paix à Big Red en espérant qu'elle dégèle avant que Big Red ne soit à court d'argent. C'était un pari désespéré, une course contre la nature même du Yukon, dans l'espoir que le volume de l'usine de traitement et la chaleur ambiante parviendraient d'une manière ou d'une autre à extraire la glace tenace du matériau aurifère. C'est un témoignage des dures réalités de leur environnement
où même les mineurs les plus expérimentés en sont souvent réduits à espérer contre toute attente. Et si le pergélisol ne suffisait pas à faire reculer les mineurs les plus endurcis, il y avait le spectre insidieux et omniprésent d'une inondation catastrophique. Dans les profondeurs et sous le pergélisol se cachent souvent des poches clandestines d'eau non gelée, d'anciennes sources souterraines, ou même des rivières souterraines qui ont creusé leur chemin il y a des lustres. Ce sont des bombes à retardement des réservoirs sous pression qui attendent un moment de faiblesse. Il suffit d'un léger changement de température presque imperceptible, d'une subtile variation de la pression du sol ou de la vibration insistante d'une pelleteuse éloignée pour percer l'une de ces poches. En un instant, le puits de mine peut passer d'un environnement de travail sec à une mort aquatique, un torrent d'eau glacée s'engouffrant dans les tunnels, entraînant l'arrêt brutal de toute une opération. Des millions de dollars de machines lourdes peuvent être emportés, enterrés ou rendus inutiles en quelques secondes. La perte potentielle n'était pas seulement financière, elle était aussi existentielle. Le Widow's Cut était de la vie générale un endroit où un seul faux mouvement, une seule erreur de calcul, un seul moment d'inattention pouvait sonner le glas non seulement d'une saison, mais d'une carrière entière, anéantissant des années de dur labeur d'investissement et de rêve en une seule catastrophe aqueuse et glacée. C'était un creuset conçu pour briser les esprits, même les plus résistants. Mais Parker Schnabel a vu quelque chose de fondamentalement différent, quelque chose que personne d'autre n'a osé reconnaître et encore moins poursuivre. La dichotomie est vraiment fascinante. La plupart des mineurs imprégnés par des générations de légendes et de récits de mise en garde sur le Klondike voyaient dans le Widow's Cut un échec garanti à un gouffre financier sans fond destiné à engloutir hommes et machines. Ils ne voyaient que l'impossibilité, les obstacles insurmontables, la dette écrasante. Parker lui a regardé le même paysage hostile, et avec une lueur dans les yeux et une poussée dans le sang, il a vu la plus grande opportunité de sa vie, un défi qui criait son nom. C'est ainsi qu'il est fait, c'est une partie intrinsèque de son être. Depuis qu'il ait été un jeune garçon à peine plus grand qu'une boîte à vannes, apprenant le métier ancien et rude aux pièces de son légendaire grand-père John Schnabel Parker, a toujours été un joueur dans l'âme. Pas un joueur téméraire, mais un preneur de risques calculé, un individu qui comprend que la vraie récompense se trouve souvent de l'autre côté de la peur et de la sagesse conventionnelle. Il n'a pas seulement hérité d'une exploitation minière, il a hérité d'une philosophie, d'une volonté d'atteindre des objectifs plus ambitieux, de revendiquer davantage de terre et d'extraire plus d'or qu'on ne l'aurait cru humainement possible. Son ambition était une véritable fournaise qui alimentait chacune de ses décisions, alors que ses rivaux comme le vénérable Tony Beats pouvaient s'appuyer sur des décennies d'expérience de la vieille école, une compréhension profonde et presque instinctive du terrain et la force brute de ses dragues massives. Parker adoptait une philosophie différente. Il a su combiner de manière experte le courage inébranlable du Klondike, le refus obstiné d'abandonner, qui caractérise tout vrai mineur, avec une ambition implacable presque juvénile, et surtout une acceptation étonnamment astucieuse de la technologie moderne. Il comprenait que les anciennes méthodes, bien que précieuses, avaient parfois besoin d'une avancée technologique pour ouvrir de nouvelles frontières. Il n'essayait pas simplement de faire une bonne saison, une récolte décente qui couvrirait ses frais et lui permettrait de vivre confortablement. Non, Parker visait un objectif ahurissant, presque audacieux, de 7000 onces. Pour mettre les choses en perspective, compte tenu des fluctuations actuelles du prix de l'or, cela équivaut à plus de 128 millions de dollars. Atteindre un tel chiffre ne serait pas seulement un succès, ce serait une déclaration. Il consoliderait son statut sans équivoque et de manière irréfutable en tant que roi incontesté du Klondike, une figure légendaire à part entière, dépassant même l'ombre imposante de son grand-père. Oui, je pense que la seule façon de sortir de cette impasse est de mettre en place un plan, déclare-t-il, la voix ferme, le regard lointain, alors qu'il échafaude des scénarios complexes dans son esprit.
Nous pourrions faire passer un tas de résidus dans une écluse et voir s'ils sont en état de marche. Il ne s'agissait pas de simples spéculations oiseuses, mais du calcul mental rigoureux d'un homme qui pèse constamment les risques par rapport aux bénéfices potentiels et qui cherche toujours la voie la plus efficace et la plus percutante pour aller de l'avant. Ainsi pour Parker, la rencontre avec le Widow's Cut, un endroit activement craint et évité par tous les autres mineurs dans l'immense et impitoyable Yukon, n'était pas un signe d'avertissement. Ce n'était pas un obstacle. À vrai dire, c'était quelque chose de bien plus séduisant, une invitation grande ouverte presque irrésistible. Avec la froide logique d'un maître stratège, il s'est dit que si personne d'autre n'avait le courage, la vision ou l'entêtement de s'y attaquer, alors les richesses inouïes, les veines d'or pur enfouies sous le linceul glacé étaient à lui. Il s'agissait d'un pari énorme, d'un pari périlleux, qui consistait à miser toute son opération, sa réputation et sa fortune sur un piège géologique mortel. Mais Parker, toujours innovateur, avait une arme secrète dans sa manche, un outil si perfectionné que les anciens avec leurs casseroles et leurs sluices n'auraient même pas pu en rêver. Face à un défi qui semblait impossible à relever, un défi qui menaçait de mâcher et de recracher même ses machines les plus robustes, Parker a pris une décision cruciale. Il a décidé de se battre plus intelligemment et pas seulement plus durement. Au lieu de lancer une guerre directe et brutale contre le pergélisol impénétrable avec une armée de bulldozers et d'excavateurs, une bataille qu'il savait au fond de lui qu'il perdrait très probablement saignant les ressources et le moral, il a opté pour une frappe stratégique et technologique. Il a fait venir les gros bras, les yeux high-tech dans le ciel. Parker et son équipe hautement qualifiée ont mis en place un système lidar de pointe, une technologie qui n'était pas seulement avancée, mais qui révolutionnait fondamentalement le jeu même de l'exploitation minière. Ces applications allaient bien au-delà de l'extraction de l'or, transformant des secteurs allant de l'archéologie complexe, où il était possible de découvrir des villes cachées sous d'épaisses couvertures de jungle, à la sylviculture de précision et même à l'urbanisme. Il s'agit du type de technologie sophistiquée qui, il y a à peine 10 ans, était principalement réservée aux opérations militaires d'élite, aux agences de renseignement clandestines et à la recherche gouvernementale de pointe. Aujourd'hui, il survole le paysage impitoyable du Klondike, servant d'éclaireur silencieux et perspicace à Parker. LIDAR est l'acronyme de Light Detection and Ranging Detection et télémétrie par la lumière, et son action relève de la magie technologique. Il s'agit d'un système d'une simplicité trompeuse, mais d'une puissance inouïe. Un dispositif spécialisé généralement monté sur un drone de haute précision ou même sur un petit avion envoie des millions et des millions d'impulsions laser vers le sol à chaque seconde. Ces impulsions lumineuses invisibles sont d'une précision remarquable. Elles traversant l'air, frappent la surface de la Terre, qu'il s'agisse de la cime d'un arbre imposant ou d'un rocher à peine visible recouvert de mousse, puis rebondissent et reviennent vers un capteur ultrasensible situé sur l'appareil. En mesurant le temps minuscule que prend chaque impulsion pour descendre et revenir, le système peut calculer la distance exacte avec une précision étonnante. En effectuant cette opération des millions de fois sur une vaste zone, il crée une carte incroyablement détaillée et tridimensionnelle du terrain. Nous parlons ici d'un niveau de précision de quelques centimètres, seulement un niveau de détail qui fait passer la topographie traditionnelle pour de la conjecture. L'équipe de Parker a associé cette technologie laser révolutionnaire à des capacités de cartographie par drone tout aussi avancées, faisant méticuleusement voler leurs véhicules aériens sans pilote, dans un sens et dans l'autre, traçant des motifs complexes sur chaque centimètre du paysage sauvage et hostile du Widow's Cut. Ils créaient essentiellement un clone numérique de la Terre sous leurs pieds. Cette Gold Run qui était un ruisseau très riche, explique Parker en montrant une carte holographique qui scintille sur une tablette, les yeux brillants de compréhension. Et là où il s'est déversé dans le Dominion,
Je suppose que c'était, vous savez, dans cette zone juste ici. Je pense qu'il y aura un tas de résidus dorés. Il ne devinait pas à l'aveuglette. Il interprétait les données, reliant les pointes numériques à ses connaissances profondes et intuitives de la géologie. Cette puissante combinaison de lidar et de cartographie avancée par drone a conféré à l'équipe de Parker un véritable super-pouvoir. Ils pouvaient voir à travers les arbres anciens et épais, les sous-bois enchevêtrés et impénétrables qui recouvrent le Yukon et même les couches trompeuses de terre végétale meuble et les décennies de débris accumulés. Il leur a permis de cartographier les véritables contours de la Terre, révélant des vallées cachées d'anciens lits de rivières et des caractéristiques géologiques subtiles d'une manière inimaginable auparavant. Il ne s'agissait pas seulement d'un avantage, mais d'une révolution massive qui a changé la donne. Alors que d'autres équipes étaient encore bloquées dans le cycle ardu et souvent frustrant des suppositions du forage de trous d'essai aveugle, du creusement de tranchées exploratoires et de l'espoir, l'équipe de Parker construisait systématiquement un modèle numérique parfait et hyper précis du Widow's Cut. Il ne cherchait pas seulement des gisements d'or. Il cherchait un point faible dans ce formidable paysage, un chemin caché, un moyen secret de contourner le pergélisol, une entrée dissimulée dans le coffre au trésor qui avait été enfermé pendant des générations. Les données lidar ont afflué, brossant un tableau de plus en plus détaillé, comme un manuscrit ancien révélant lentement ses secrets. Et puis, alors que le modèle 3D prenait sa forme définitive et complexe sur leurs écrans d'ordinateurs lumineux, ils ont découvert quelque chose de vraiment étonnant. Une révélation qui avait été perdue et oubliée pendant des décennies, cachée sous un siècle de nature sauvage. La percée que la technologie laser a permis de réaliser n'est rien moins que stupéfiante, témoignant de sa précision inégalée. Cachée sous un siècle de nature sauvage, de végétation envahissante, de débris accumulés et de marche inexorable du temps géologique, la carte lidar a révélé une anomalie parfaitement droite et indubitablement créée par l'homme. Il s'agissait d'une ligne géométrique précise qui n'avait tout simplement pas sa place dans le chaos naturel et organique de la forêt du Yukon. Il s'agissait d'un puits vertical, effondré, vestige oublié des opérations minières pionnières du début du XXe siècle. Cette ancienne entrée totalement invisible à l'œil, nue masquée par un feuillage dense et un sol compacté, était restée un fantôme dans le paysage, une sentinelle silencieuse des activités passées. Leurs mesures précises, dérivées de millions de points laser, ont montré que ce puits oublié plongeait à plus de 40 mètres de profondeur. C'est une distance étonnante, plus de 130 pieds, directement dans l'obscurité froide et silencieuse de l'intérieur de la Terre. C'était cela. C'était leur entrée secrète, leur porte dérobée, inattendue, au cœur du Widow's Cut. Au lieu d'être confrontés à la perspective angoissante d'essayer de creuser une nouvelle rampe dans la mine, ce qui aurait représenté un coût astronomique, un danger incroyable et une perte de temps monumentale face à l'inflexible permafrost, un combat qui aurait pu facilement consommer toute leur saison et toutes leurs ressources, ils pouvaient maintenant exploiter ce puits existant bien qu'effondré. Le plan était terrifiant par son audace, mais indéniablement brillant par sa simplicité stratégique. Il témoigne de la capacité de Parker à voir des opportunités là où d'autres ne voient que ruines. L'équipe, électrisée par la découverte, s'est immédiatement mise au travail, transportant d'énormes poutres d'acier renforcées fabriquées sur mesure. Il ne s'agissait pas de n'importe quelle poutre. Elles étaient conçues pour résister à une pression immense, afin de stabiliser les murs croulants et traîtres de l'ancien puits. C'était un travail lent, angoissant et éprouvant pour les nerfs. Chaque raclement du godet d'une excavatrice contre les parois rocheuses, anciennes et instables, chaque cliquetis de l'acier sur l'acier, résonnait de manière inquiétante dans le dangereux silence du puits, un rappel constant et effrayant de ce qui pouvait se passer de manière catastrophique. La menace de l'effondrement était omniprésente, un prédateur silencieux traquant chacun de leurs mouvements. Je vois des morceaux gelés qui peignent près de l'usine.
dit Parker, la voix serrée, le visage marqué par l'inquiétude, alors qu'il parle à son contremaître par radio. Il semble que Justin et Tyson aient beaucoup de mal avec les matériaux gelés. Le printemps a été très froid, ce qui, vous le savez, entraîne forcément des problèmes. La lutte contre les éléments a été acharnée même en surface, ce qui a accentué la pression. Le père Gélisol ne livrait pas ses secrets facilement, mais leur avantage technologique et leur courage les ouvraient peu à peu. Malgré des semaines de frustration, en luttant non seulement contre le sol gelé, mais aussi contre l'impact psychologique d'un travail dans un environnement aussi périlleux, ils ont finalement réussi. Avec l'équipe d'experts de Parker, guidée par son leadership inébranlable et leur vision commune de l'or, ils ont réussi à construire un chemin suffisamment sûr, un tunnel renforcé directement jusqu'au cœur de la mine. Après ce qui leur a semblé être une éternité de lutte, ils disposaient enfin d'une ligne directe, d'un conduit presque sacré, vers le prix qui les attendait. Mais personne, pas même Parker Schnabel, dans ses rêves les plus fous et les plus ambitieux, n'était vraiment préparé au spectacle inimaginable qui les attendait au fond de la mine. Au moment où le matériel de creusement spécialisé de l'équipe, dont le puissant godet racle le sol ancien, a atteint le fond de ce puits, méticuleusement stabilisé, un courant électrique de prise de conscience les a traversés. Ils savaient avec une certitude qui vibrait jusque dans leurs os qu'ils étaient tombés sur le filon. Ce qu'ils ont découvert était tout simplement époustouflant, un spectacle qui a émerveillé même les mineurs les plus endurcis et les plus cyniques. Il ne s'agissait pas de simples paillettes d'or éparpillées dans de vastes quantités de terre, nécessitant une séparation minutieuse. Non, il s'agissait de quelque chose de bien plus grand, de bien plus primitif. Il s'agissait d'une veine d'or colossale et intacte, riche en quartz, une artère solide de métal précieux, pur scintillant de façon brillante, presque aveuglante dans les puissants faisceaux de leurs lampes de travail. C'était un spectacle qui appartenait au domaine de la légende, une scène tirée directement des récits les plus fantastiques de la gloire de la prospection. Trouver un filon de quartz à haut rendement comme celui-ci est le rêve ultime du mineur, le saint graal de la prospection aurifère. C'est comme découvrir la source directe, l'artère même du gisement d'or, plutôt que la poussière éparse et érodée qui s'en est détachée au fil des millénaires, diluée par d'innombrables âges de force géologique. C'était l'origine, le cœur de la richesse. Le filon était si pur, si immaculé, si intouché par la main de l'homme depuis d'innombrables éons, que le géologue de Parker, un homme qui avait passé toute sa carrière à scruter les trésors cachés de la terre, déclara qu'il s'agissait du gisement naturel le plus propre et le plus riche qu'il n'ait jamais vu. Sa voix habituellement stoïque et scientifique tremblait légèrement sous l'effet d'un mélange d'incrédulité et d'émerveillement profond. Ce n'était pas seulement riche, c'était spectaculairement, astronomiquement riche. Il n'y avait pas de temps à perdre, pas une seule seconde précieuse. L'équipe connaissait parfaitement les règles tacites de la communauté du Klondike, à la fois très unie et très compétitive. La rumeur d'une découverte aussi monumentale qui change la donne peut se répandre comme une traînée de poudre dans les saloons et les camps miniers, attirant les revendeurs, attirant l'attention non désirée de rivaux impitoyables et créant potentiellement une frénésie d'opportunistes désespérés. Le secret est primordial. La rapidité est une question de survie. Ils se sont donc immédiatement mis à l'œuvre, animés d'une énergie frénétique, presque désespérée. Ils ont travaillé 24 heures sur 24, l'implacable soleil du Yukon, descendant à peine sous l'horizon suivi par le froid, tout aussi implacable de la nuit. Leurs corps ont poussé jusqu'à l'épuisement soutenu par l'adrénaline pure et la vue hypnotique de tout cet or scintillant qui était déterré. Le rythme de leur travail est devenu un chant primal contre la nature sauvage, un testament de l'endurance humaine motivé par une récompense inimaginable. Et c'est là que l'histoire prend une tournure absolument folle, presque incroyable. En seulement 72 heures, 3 jours de travail, ininterrompu, épuisant et éreintant, ils ont réussi à extraire une quantité stupéfiante, plus de 4000 onces d'or pur non falsifié.
Lorsqu'ils ont méticuleusement fait le calcul, lorsque la balance s'est arrêtée et que les rapports d'analyse sont revenus, ce nettoyage monumental a été évalué à plus de 10 millions de dollars. Il ne s'agissait pas seulement d'un butin fructueux, mais d'une manne qui a permis de sauver la saison et de couvrir les frais astronomiques de carburant, l'immense masse salariale et tous les frais d'exploitation massifs en un week-end incroyable. Il s'agit d'un exploit quasi mythique qui témoigne de la richesse du filon et de la détermination de l'équipe de Parker. « Nous devons faire aussi vite que possible pour exposer ce terrain », a insisté Parker, la voix rauque, mais déterminée, la sueur plaquant ses cheveux sur son front. « C'est ce qu'il faut faire. Il faut que tout le monde s'y mette, parce qu'il y a trop de terrain à traverser. » Le pari est réussi non seulement en grande partie, mais aussi de façon spectaculaire et déterminante pour la suite de la carrière. Mais ce score incroyable, ce record, ces 10 millions de dollars en seulement 3 jours, n'était qu'un petit avant-goût, un échantillon préliminaire du véritable et insondable trésor qui se cache dans les profondeurs de la Terre. Cette première prise a sans aucun doute changé la donne, leur permettant de respirer pour la première fois depuis des mois. Mais le géologue de l'équipe, après un examen approfondi de la structure géologique de l'énorme veine de quartz, a annoncé une nouvelle encore plus choquante, encore plus stupéfiante. Il se rendit compte avec un sentiment croissant de crainte et d'incrédulité professionnelle que le filon était beaucoup plus large que quiconque, même Parker ne l'avait imaginé au départ. Ils ne s'arrêtaient pas à leur petite chambre excavée, à la petite poche qu'ils avaient percée. Non, ils s'étendaient beaucoup plus loin sous terre, bien plus loin que ce que leur lidar avait initialement projeté ou que leurs espoirs les plus fous avaient conçus. Après quelques calculs rapides et complexes basés sur l'épaisseur observée du filon, son extraordinaire richesse confirmée par le premier nettoyage massif et sa longueur prévue d'après des études géologiques avancées, l'équipe est parvenue à une conclusion stupéfiante. Le filon s'étendait sur 2 kilomètres supplémentaires. Cela représente environ 1,5 km de quartz solide et riche en or. C'est là que les chiffres cessent d'être de simples chiffres et commencent à entrer dans le domaine de la folie, repoussant les limites de ce qui est considéré comme possible dans l'exploitation moderne des placés. En tenant compte de la richesse absolument incroyable de l'or qu'ils avaient déjà extrait, une référence de sa pureté inégalée, ils ont fait des calculs sur les 2 kilomètres de longueur projetés de la veine. La valeur potentielle était tout à fait stupéfiante, presque inimaginable, 75 millions de dollars supplémentaires. S'ils pouvaient contre toute attente réussir à le faire, s'ils pouvaient extraire ne serait-ce qu'une partie significative de cette immense fortune souterraine, ce ne serait pas seulement une saison réussie. Il s'agirait de l'opération minière la plus réussie et la plus rentable jamais documentée dans toute l'histoire de l'émission, la ruée vers l'or. C'était le genre de découverte, le genre de gain à la loterie géologique dont les mineurs rêvent toute leur vie, se cassent le dos et voient leurs espoirs s'éroder lentement, mais qu'ils ne parviennent jamais même de loin à réaliser. Il s'agit d'une découverte unique et multigénérationnelle, mais avec une découverte d'une telle ampleur, d'une telle envergure. Parker Schnabel, toujours réaliste, savait implicitement que son plus grand combat, la bataille la plus difficile de sa carrière, ne faisait que commencer. Car il est tout simplement impossible de cacher un secret de 75 millions de dollars dans le monde très fermé et plein de rumeurs du Klondike. La nouvelle de l'exploit quasi mythique de Parker au Widow's Cut se répandit dans les champs aurifères comme une traînée de poudre portée par le vent, et les conversations à voix basse amplifié par le désir inné de l'homme pour les ragots et l'attrait d'une richesse inouïe. Soudain tout le monde se met à parler, les voix remplies d'un mélange d'envie d'incrédulité et de curiosité désespérée. Les mineurs rivaux dont les saisons étaient peut-être moins fructueuses bouillonnaient d'un puissant mélange d'admiration et de ressentiment. Les habitants curieux, qu'il s'agisse de vieux routiers ou de nouveaux venus aux yeux écarquillés, se livrent à des spéculations. Même les inspecteurs du gouvernement habituellement distants s'intéressent soudain de près aux activités de Widow's Cut. La pression était intense et implacable, venant de toutes les directions possibles et imaginables. Mais cette incroyable ruée vers l'or
Cet afflux soudain de richesses et de célébrités s'est accompagné d'une ruée plus laide et plus insidieuse, un torrent de cupidité, une avalanche de mensonges et le frisson glacial de la trahison. Quand les légendes mentent, l'encre des premiers rapports d'analyse avait à peine séché les chiffres, brillait encore sur les écrans que les scandales commençaient. Cela a commencé subtilement sous forme de simples chuchotements dans les saloons enfumés et mal éclairés de Dawson City, alimentés par du whisky bon marché et une envie brûlante. Les choses se sont ensuite aggravées, se déplaçant rapidement dans le monde omniprésent et souvent toxique des médias sociaux où un mensonge peut gagner du terrain plus rapidement que la vérité. L'une des affirmations les plus scandaleuses et les plus préjudiciables était une pure invention. Parker Schnabel avait été condamné à la prison à vie pour de graves crimes contre l'environnement. Il s'agissait d'une pure fiction numérique, d'un fantasme malveillant, probablement concocté par un rival désespérément jaloux, destiné à ternir la réputation de Parker Schnabel et à jeter le doute sur sa légitimité. Mais dans le monde hyper-concurrentiel et aux enjeux élevés de l'exploitation aurifère, où la confiance est durement gagnée, et les réputations fragiles, un mensonge aussi farfelu, soit-il peut faire plus de dégâts qu'un bulldozer en panne ou qu'une concession inondée. Il peut éroder la confiance, susciter l'indignation du public et paralyser une opération bien plus efficacement que n'importe quel obstacle physique. L'extraction de l'or s'inscrit dans les veines. Elle vous prend au sang, a marmonné un jour un mineur chevronné une observation philosophique sur la nature addictive de ce travail. Mais elle entre aussi dans votre tête, transformant les ambitions en envie et l'envie en méchanceté. Cette rumeur vicieuse a contraint Parker à consacrer à la défense de son nom un temps précieux de l'énergie et un capital important qu'il aurait dû consacrer à l'extraction de l'or. Il a dû faire appel à des avocats et à des experts en relations publiques coûteux, une nouvelle forme de guerre à laquelle lui, homme de la terre et de la machinerie lourde, n'était absolument pas préparé. Cette bataille s'est déroulée dans des salles d'audience et sur des écrans bien loin de la terre et de la roche qu'il connaissait. Les attaques sont devenues plus sophistiquées, plus rusées. Une sombre société écran dont les véritables propriétaires et les motivations ne sont pas connus soupçonnés d'être liés à un sombre consortium international, a intenté un procès de plusieurs millions de dollars pour contester la légalité même de sa revendication sur le Widow's Cut, la coupe de la veuve. Ils ont produit une série de documents centenaires habilement falsifiés qui, pour un œil non averti, semblaient leur conférer un droit légitime et historique sur le terrain même où Parker travaillait. L'audace de cette démarche est à couper le souffle. Parker, un homme qui avait toujours réglé ses différends par une poignée de main ferme, une négociation directe ou si nécessaire, un affrontement face à face dans la poussière, se retrouvait à présent désespérément empêtré dans un labyrinthe de manœuvres juridiques complexes, menacé par des requêtes, des injonctions et des dépositions. C'était un bourbier conçu pour le saigner à blanc financièrement et émotionnellement, étouffant lentement son activité et son esprit. Ses rivaux, sentant un moment de faiblesse sans précédent, commencèrent à l'encercler comme des vautours, attendant patiemment la chute d'un animal blessé. Tony Beats en particulier semble se délecter de la situation difficile dans laquelle se trouve Parker, offrant en public des conseils condescendants, des insultes à peine voilées qui sapent l'autorité de Parker, tout en attisant discrètement, subtilement, les flammes de la bataille juridique dans les coulisses, en tirant les ficelles dans l'ombre. La camaraderie, le code d'honneur tacite entre les mineurs, semble se dissiper sous l'éclat brutal d'un prix de 75 millions de dollars. L'immense pression, les attaques extérieures constantes et les querelles internes ont commencé à peser lourd sur tous les membres de l'équipe de Parker, autrefois soudés. Ce qui aurait dû être une saison de célébration sans précédent de triomphes partagés et de camaraderie s'est au contraire transformé en une marmite bouillonnante de conflits et de ressentiments. Des bagarres parfois physiques, souvent verbales, ont éclaté pour savoir qui méritait la plus grosse prime, qui avait travaillé le plus dur, qui avait droit à quelle part de l'immense gâteau.
La camaraderie facile, le lien tacite forgé dans les difficultés partagées ont été lentement remplacés par une atmosphère insidieuse de suspicion, de jalousie et de ressentiment amer. L'or, au lieu de les unir, les sépare. Certains membres de l'équipage, peu habitués à l'afflux soudain et écrasant de tant d'argent, succombant à la tentation. Ils ont commencé à faire la fête à Dawson City, leur nouvelle richesse leur faisant les poches. Des histoires de voitures accidentées, de bagarres dans les bars et d'excès publics ont fait les gros titres des journaux locaux, ternissant encore la réputation de l'équipage et aggravant les maux de tête de Parker. Il avait toujours dirigé depuis le front en patron pratique, mais il passait désormais plus de temps à éteindre les incendies internes, à arbitrer les conflits et à gérer les cauchemars des relations publiques qu'à extraire de l'or. Son équipe, autrefois extrêmement loyale, se désagrégeait peu à peu, chacun se concentrant de plus en plus sur sa propre rémunération potentielle, sa propre part des 75 millions de dollars, plutôt que sur le succès collectif de l'opération. Nous voyons ces chiffres massifs, presque abstraits, clignoter sur un écran. 75 millions de dollars. Et cela ressemble à un conte de fées, à une solution magique à tous les problèmes de la vie. On a l'impression que tous les problèmes sont réglés pour toujours, que la richesse apporte un bonheur et une liberté absolue. Mais la réalité, comme Parker Schnabel l'a rapidement découvert, est souvent exactement l'inverse. Il est facile d'un point de vue extérieur de penser qu'une telle découverte se produit du jour au lendemain, qu'il suffit d'être au bon endroit au bon moment, qu'il s'agit d'un coup de chance pur et simple. Mais ce que les caméras ne montrent pas toujours, ce que les chiffres éblouissants cachent, ce sont les années de risques éprouvants, le poids écrasant de la dette qui pourrait facilement mettre en faillite une famille entière, les nuits sans sommeil, la pression incessante, les efforts physiques et mentaux sans fin, qui mène finalement à ce moment unique, solitaire et chanceux de la percée. Lorsqu'une histoire semble aussi parfaite, aussi incroyablement bonne, sommes-nous en tant que public en train de manquer un détail crucial plus sombre, une vérité cachée sous la surface étincelante? La vérité telle que Parker la vivait à présent était brutale. Trouver le trésor, percer le Widow's Cut et déterrer le filon colossal était paradoxalement la partie la plus facile. Le véritable défi, celui qui brise la plupart des gens, qui brise les familles et détruit les rêves, n'est pas seulement de trouver la victoire, mais de survivre à la victoire. L'or, semblait-il, exigeait un prix bien plus élevé que le coût de son extraction. Parker Schnabel avait en effet transformé une mine impossible, un piège maudit, en une rançon de roi, une fortune inimaginable. Mais la question qui subsistait pesante dans l'air du Klondike était profonde. L'or, dans son éclat éblouissant, avait-il vraiment fait de lui une légende consolidant sa place dans l'histoire ou dans sa puissance insidieuse? Avait-il déclenché une malédiction, une force destructrice qui menaçait de consumer tout ce qu'il avait jamais construit, tout ce à quoi il tenait